Excuses, monsieur. On va commencer, oui. Vraiment toutes nos excuses, monsieur de Mazières. Merci infiniment donc d'avoir accepté de vous déplacer. Nous vous remercions vivement. Donc, nous sommes en mission d'information consacrée aux missions des architectes de bâtiments de France. C'est le groupe Indépendants, République et Territoire du Sénat qui a confié le rôle de rapporteur, qui a l'initiative de la mission et qui a confié le rôle de rapporteur à mon collègue Pierre-Jean Verzelen. J'ai pris une page. Merci. Donc, nous sommes très honorés de vous accueillir, monsieur le maire de Versailles. Quand on parle de patrimoine, bien sûr que la première chose à laquelle on pense en France, c'est quand même Versailles. En tout cas, votre commune est vraiment un des fleurons de la beauté de notre paysage. Et donc, votre témoignage sera vraiment important parce que, bien sûr que ce n'est pas qu'un musée à ciel ouvert. Versailles, vous avez 80 000 habitants, je crois, un petit peu plus, 85 000. Et donc, ils vivent, ils ont bien besoin de services publics également, et il faut les fournir en services publics. Ils peuvent aussi vouloir mener des travaux sur leur façade. Donc, plusieurs membres de la mission ont donc souhaité vous entendre en qualité, en quelque sorte, de grands témoins, car nous imaginons bien que vos relations avec les ABF doivent être très nombreuses, tant je vois peu de perspectives qui, dans Versailles, ne sont pas en prise directe avec un monument historique. Donc, je vous propose d'abord de prendre la parole, bien sûr, d'avoir un propos liminaire d'une dizaine de minutes, et puis ensuite, pour bien sûr évoquer vos expériences, vos difficultés peut-être, enfin, et ensuite, je passerai la parole au rapporteur et puis à mes collègues. Je vous laisse la parole. D'abord, merci pour votre accueil. Effectivement, la ville de Versailles est un cas très particulier parce que je crois qu'elle bénéficie même d'une protection qui est unique, qu'on appelle la protection du trou de serrure. Et voilà, c'est un nom connu des Versaillais et maintenant de vous. La protection du trou de serrure a été instituée par un décret de 64 et il se trouve que moi-même j'ai été député et j'ai été député au moment où vous voyez l'examen de la loi LCAP. Et dans la loi LCAP disparaissait cette protection. Et à l'époque, j'avais présenté un amendement pour que cette protection demeure. Ce faisant, on est à un cas unique en France, on a une protection extrêmement forte, puisque ce n'est pas une protection des 500 mètres, mais des 5000 mètres autour du château de Versailles. Et même de 6000 mètres si vous faites dans le prolongement du Grand Canal. Donc on est à un cas spécifique, puisque l'ABF, c'est un avis conforme qui doit être donné, et pratiquement sur l'ensemble des actes qui nous sont soumis au titre de l'urbanisme. Vraiment un cas très particulier. Ce faisant, ce cas d'école m'amène à faire des parallèles avec ce que j'ai pu connaître dans différentes fonctions antérieures, que ce soit lorsque j'ai dirigé la Fondation du patrimoine ou ensuite lorsque j'ai présidé la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Cité de l'Architecture et du Patrimoine, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'au fond, c'est la seule institution que je connaisse qui est aussi intéressée par l'architecture contemporaine que par le patrimoine. Et au fond, c'est le grand enjeu. C'est comment on préserve une beauté patrimoniale et en même temps qui permette de faire aujourd'hui une création architecturale de qualité. Et c'est là où j'ai toujours défendu les architectes des bâtiments de France dans diverses tribunes que j'ai faites. Je l'ai fait aussi quand j'étais député avec Patrick Bloch. Nous n'étions pas sur les mêmes bancs, mais en fait, on s'est très bien entendu, lui-même étant le président de la commission et moi plutôt l'orateur pour ce qui était, entre guillemets, le terme d'opposition, mais en tout cas, on peut dire d'un point de vue institutionnel que j'étais effectivement l'orateur à l'opposition. Et on s'est très bien entendu pour défendre les ABF. Parce que, malgré tout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est s'ils n'étaient pas là, ça serait pire. C'est ça la vraie question. On connaît toutes les limites. C'est vrai qu'il y a des fois où il peut y avoir des ABF qui posent des difficultés parce que c'est des jugements humains. Ça, il faut l'admettre.
C'est vrai que parfois, moi aussi, même si je défends les ABF, de temps en temps, je trouve que c'est un peu excessif. Il faut le reconnaître. Mais en même temps, s'ils n'étaient pas là, ça serait catastrophique. Et la ville de Versailles, si elle est préservée aujourd'hui, c'est parce que depuis des décennies, il y a tout de même des ABF. Et il faut qu'on fasse même très attention. Parce qu'en tant qu'élu, et lorsqu'on est en plus parlementaire, on est très sollicité sur le thème des ABF. C'est une catastrophe, ça nous empêche de vivre, ça nous empêche de faire des choses, etc. Mais imaginez s'ils n'étaient pas là. Et là, je peux vous dire que la France serait beaucoup plus belle qu'elle n'est aujourd'hui. Et c'est tout de même vraiment un constat de base qu'il faut avoir. Donc, il faut se dire comment on améliore. Alors moi, j'ai lu rapidement, là, dans le métro, en venant, excusez-moi, j'ai lu rapidement les premières auditions, je les ai trouvées extrêmement intéressantes. Je reprendrai assez volontiers la logique qui a été développée par Albéric de Montgolfier, je la trouve très, très juste. Commence par dire, de toute façon, c'est impossible pour les ABF de bien faire leur boulot. Et ça, je pense qu'ici, on est à peu près tous d'accord. 189 ABF, c'est pas suffisant. Et peut-être que, vous voyez, on pose parfois mal le problème. C'est-à-dire, on va supprimer les ABF, on va diminuer beaucoup leurs compétences, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment d'ABF. Et ils sont absolument débordés aujourd'hui. En plus, ce n'est pas seulement des missions de contrôle, mais aujourd'hui, on leur demande de plus en plus d'être auprès du préfet le conseil. Moi, je vois dans ce département, le préfet s'appuie beaucoup sur l'ABF. Ça lui prend beaucoup de temps. Moi, j'ai eu la chance, je suis maire depuis 16 ans, j'ai eu la chance d'avoir 2 ABF. J'ai toujours très bien travaillé avec eux, sans doute parce que c'était des personnalités de grande qualité. On n'était pas toujours d'accord, mais il y avait ce dialogue. Et au fond, ce qu'on aimerait pouvoir vivre dans tous les départements, c'est qu'il y ait cette capacité de dialogue entre les maires, les élus, et puis les ABF. Et là, on aurait un système efficace. Parce que, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de maires qui n'ont aucune formation, aucune, et qui même, parfois, n'ont aucune sensibilité. Donc, condamner les ABF, c'est facile, mais on pourrait aussi, de temps en temps, regarder quelle est la sensibilité du maire. Regardez l'histoire de nos villes. Les villes qui ont été préservées, c'est parce qu'il y a eu un moment des équipes municipales, des maires, qui ont été sensibles. Et celles qui ont été massacrées, c'est l'inverse. Et les ABF ont joué un rôle majeur dans l'histoire. Dans les années notamment 50, 60, où on a détruit des quartiers de centre-ville qui aujourd'hui seraient l'équivalent du Marais à Paris, moi-même dans ma ville, c'est ce qui s'est passé. C'est à côté du château de Versailles, ce qu'on appelle la Petite Place. Quand je vois les gravures de l'époque, si vous voulez, c'est vraiment le Marais, voilà, juste à côté du château, pour regarder la ville sur la gauche. Et on a détruit ça. Et c'est très dommage. Aujourd'hui, ça serait des lieux qui seraient des lieux touristiques, etc. C'est l'ABF qui, quelques années plus tard, appuyé par les associations, avec le soutien des associations, a permis de préserver un autre endroit qui allait être rasé, qui s'appelle, je dis, les Carrés Saint-Louis, qui sont extrêmement jolis, totalement protégés depuis, etc. Donc, c'est ça l'histoire de nos villes. Et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience. Donc, la logique définie par Albéric de Montgolfier dans sa réponse me paraît très juste. Il répond à ce que nous avons tous comme préoccupation. De temps en temps, on dit l'ABF, il charrie, entre guillemets. Hein, bon. Mais en même temps, on dit heureusement qu'il est là, heureusement qu'on a ce dialogue, qui peut être un dialogue extrêmement constructif quand il existe. Moi, personnellement, c'est vrai qu'avec l'architecte actuel, comme le précédent, j'ai un dialogue nourri. Alors vous allez me dire, j'ai de la chance, j'ai une ville historique auquel on fait particulièrement confiance. Mais c'est aussi peut-être parce qu'ils voient que je leur fais confiance et que je suis dans ce dialogue. Je ne suis pas dans une attitude, même s'il y a des fois où je ne suis pas très d'accord, je trouve que c'est un peu exagéré, etc. Donc voilà, comment essayer de faire que dans le maximum de départements de France, on puisse préserver ce dialogue. Voilà, ça me paraît. Alors après, il y a des propositions disant, bon, puisqu'ils ne sont pas assez nombreux, etc. Ce qui m'amuse, c'est que la réponse, c'est pas dire il en faudrait plus, qui, pour moi, sur la première réponse. Hein, plutôt, voilà. La réponse, c'est comment on va les alléger. Alors, les alléger, oui, mais transmettre à qui? Parce que c'est un peu ça l'idée. Si on va transmettre à d'autres, oui, mais transmettre à qui? Il faut une formation. Comme je vous disais, moi, j'étais président de la Cité Architecture et Patrimoine. Il y a 3 départements.
et dont un qui est l'école de Chaillot. L'école de Chaillot, elle ne forme pas assez de personnes. Aujourd'hui, vous avez un changement radical dans la façon de penser l'urbanisme et la ville. Moi, je l'ai vécu quand j'étais à la Cité d'Architecture. C'est-à-dire que depuis, finalement, la grande préoccupation, qui est la préoccupation peut-être première, qui est la préoccupation de l'environnement, du réchauffement climatique, on pense la ville différemment. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut d'abord préserver l'existant avant de le détruire et reconstruire. Quand on a cette logique-là, vous voyez bien que le logiciel, il change. Et le logiciel devient beaucoup plus favorable aux ABF. On préserve l'existant pour le transformer. Et tous les architectes de France sont aujourd'hui dans cette logique-là, ce qui était faux il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, les architectes ils commencent à dire, bon, est-ce que je peux réaménager l'existant? Et donc, je pense que votre réflexion doit aussi intégrer ce changement de vision de l'urbanisme. Il faut commencer par réfléchir sur l'existant avant de vouloir le raser et le détruire. Et donc là aussi, il faut des spécialistes quelque part de l'ancien, du patrimoine. L'école de Chaillot, aujourd'hui, c'est une école qui est petite. Il y a peu de recrues. Quand vous allez voir les formations dans les écoles d'architecture, la sensibilisation au patrimoine est extrêmement faible. Il y a quelques écoles d'archi, vaguement à Versailles, bon, qui font des sensibilisations au patrimoine. Donc on voit bien qu'il y a tout de même un vrai sujet qui est un sujet de formation, qui est un sujet de nombre, et qui n'est pas nécessairement, qui est peut-être les deux premières réponses à poser avant de dire comment on allège beaucoup leur boulot. D'autant que, comme le dit fort justement la réflexion d'Albert de Montfiet dans les réponses, c'est qu'il faut de plus en plus utiliser leur capacité de conseil, de maîtrise d'ouvrage. Car c'est vrai, on le sait, la maîtrise d'ouvrage en France, elle est totalement insuffisante. Je discutais tout à l'heure avec une de vos collègues là qui n'a pas pu rentrer, elle me disait, mais finalement, nos maires, ils sont complètement démunis. Donc, ils ont besoin de cette maîtrise d'ouvrage. Voilà. Donc, c'est des éléments qui me paraissent intéressants. Alors, dans l'allègement tout de même des propositions qui sont faites, il y a la création de périmètres délimités des abords. C'est vrai, c'est une solution intéressante. Je sais que vous avez fait la remarque, oui, mais c'est complexe à mettre en place. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais cette réflexion sur comment finalement définir avec l'ABF sur le territoire, chaque territoire étant différent, il n'y a pas une règle générale possible en matière de patrimoine. Tout territoire est différent. Et il faudrait à la limite pouvoir à chaque fois se poser avec l'architecte et dire, bon, quel est l'endroit dans votre ville qui va vraiment concentrer nos efforts. En réalité, c'est ce que je suis en train de faire avec l'ABF. Parce que vous voyez, ce territoire gigantesque, elle n'y arrive pas. Même si je suis très impliqué, elle aussi, mes services aussi, elle n'y arrivera pas. Donc je lui dis, écoute, on va essayer de se mettre d'accord. Il y a des endroits proches du château, les deux quartiers historiques, là, c'est essentiel. Sur les autres quartiers, il faut peut-être que, voilà, on instruit le dossier, on te dit comment on le sent. Tu as vu qu'on a une sensibilité aussi à la beauté de la ville, parce que c'est un terme me paraît important. Donc on peut à peu près se faire confiance. On te fait une pré-instruction. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait, c'est-à-dire garder un cadre qui crée des contraintes pour éviter les dérives et qui soit susceptible d'être adapté pour ne pas être tout de même trop lourd en termes de fonctionnement. C'est un petit peu la présentation générale que j'avais envie de faire rapidement. Pardonnez-moi si ce n'est pas totalement écrit, construit. Hein, je réagis un peu en fonction des expériences que j'ai pu avoir dans le passé. Voilà. Merci infiniment pour vos propos. Monsieur le rapporteur. Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Alors évidemment, vous avez une expérience professionnelle et une expérience d'élu qui est à la fois très particulière et formidable dans une ville qui ressemble à aucune autre, avec un patrimoine qui ressemble à aucun autre. Et notre expérience de l'ABF, elle est beaucoup liée du bout de France où on vient et du mandat qu'on a exercé dans le territoire dans lequel nous sommes.
Moi, dans les relations, alors évidemment, vous avez une relation beaucoup plus fluide avec l'ABF que l'aurait un maire d'une commune de 100 habitants qui n'a jamais vu un ABF de sa vie, et que voilà, bon, enfin, c'est une réalité. Il en manque certainement, mais enfin, c'est une réalité qui est comme ça. Mais néanmoins, je ne doute pas que vous avez dû être confronté à un certain nombre de difficultés. Et encore une fois, je ne parle pas forcément du patrimoine classé, peut-être des projets qui sont portés par des foyers, dans des endroits dont, alors votre périmètre, encore une fois, il n'est pas classique du tout, mais des quelques milliers de mètres où il n'y a peut-être pas un intérêt direct sur le bâtiment. Vous voyez, bon, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Moi, c'est des sujets auxquels j'étais confronté, comme je pense pas mal de maires, et vous êtes quand même très ennuyés. Vous êtes éloigné du bâtiment, d'eau au bâtiment, même s'il y a causibilité, même s'il y a de gens qui portent un projet, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui portent un projet de refaire des travaux pour mieux s'isoler, machin, et à qui la réponse va être non, on ne peut pas, faut telle et telle matière, et en vérité, on peut mettre toutes les aides qu'on veut, et qu'ils n'auront jamais les 20% restants pour mettre. Enfin, donc, est-ce que vous avez été confronté à ce genre de choses? Bien sûr. Et vous qui avez des relations fluides avec eux, est-ce que vous avez réussi à trouver, et avec les foyers, et avec l'ABF, des solutions? Et deuxièmement, ça va peut-être pas avoir directement avec, mais comme on sent que vous avez que vous maîtrisez bien le sujet, je voulais poser la question du ZAN par rapport à l'extension des villes. Alors, je ne connais pas la cartographie de Versailles, je ne vais pas faire semblant, je ne sais pas si vous êtes déjà complètement bloqué de chaque côté, etc. Mais on nous explique qu'on manque de logements, qu'il va falloir en construire. La doctrine, pendant longtemps, a été on arrête de faire monter les villes, on fait de l'habitat plat, on s'étend. Et on voit bien qu'avec le ZAN, tout ça va être évidemment remis en question et beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Et que peut-être, il va falloir assumer, si on veut construire ces habitations et qu'on peut plus s'étendre, de repartir un peu sur des principes de ville haute. Je voulais avoir votre avis, parce qu'encore une fois, je sens que vous maîtrisez très bien le sujet. Voilà. Alors, non, moi j'ai été confronté, bien sûr. J'ai essayé de vous le dire en introduction. J'essaie de faire un bilan coût-avantage. Vous voyez, il m'est arrivé d'être en opposition avec l'ABF, je ne vous le cache pas, parce que la ville de Versailles, même s'il y a cette protection très très particulière, elle est comme toutes les villes. Il y a 4 quartiers sociaux, totalement sociaux. Il y a des quartiers pavillonnaires, etc. Donc, surtout dans les quartiers pavillonnaires, à la limite, dans les quartiers sociaux, on est dans des logiques d'immeubles qui sont très différentes. Mais dans les quartiers pavillonnaires, c'est là où souvent on a la plus forte confrontation avec l'ABF, notamment les fenêtres PVC. On se comprend, les panneaux photovoltaïques, etc., etc. Donc ça, on est confronté à ça. Et les couleurs des fenêtres, bon. C'est très délicat parce que, à la fois, de temps en temps, je me dis heureusement que je l'ai pour dire on arrête le massacre, parce que c'est vrai aussi, le massacre esthétique, ça existe. Et puis, de temps en temps, je dis on va un peu trop loin, effectivement. C'est là où les préconisations qui ont été faites, que je trouve intéressantes, c'est il faudrait tout de même qu'il y ait un peu plus de règles nationales, ou de moins, si ce n'est pas des règles impératives, mais voilà, parce que les règles impératives, ça ne marche pas très bien, parce que l'architecture, elle est nécessairement un peu locale, mais qui est tout de même des pratiques, des codes pratiques. Une grande question, c'est par exemple l'histoire du PVC qui est obsessionnel. Récemment, j'en ai encore parlé avec ma mère. Non, pas de PVC. Je dis, écoute, le PVC, quand c'est pas visible de la rue, ça tout de même, pourquoi pas, au moins les gens vont pouvoir s'isoler, parce qu'on va parler certainement de la question aussi des PE, vaste sujet. Mais bon, voilà. La question pour moi, c'est vraiment tout de même, il ne faut jamais oublier cette question de l'esthétique urbaine. C'est vraiment une question qui me préoccupe beaucoup, parce que je trouve qu'on dégrade beaucoup actuellement l'esthétique urbaine, et c'est tout de même ce qu'on offre, ce qu'on partage à tout le monde. La première sensibilisation artistique, culturelle, c'est l'architecture, parce que c'est gratuit et ça se donne à tout le monde. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, que l'on soit peut-être un peu moins dur sur ce qui ne se voit pas de la rue, ça peut tout à fait s'entendre. Et parfois, les ABF l'entendent difficilement. Qu'on soit un peu plus exigeant sur ce que l'on voit de la rue, c'est, à mon avis, une bonne chose. D'ailleurs, vous le retrouvez finalement dans les principes, la Fondation du patrimoine, avec son label,
vous pouvez bénéficier de cet avantage fiscal pour les travaux qui se voient en fait. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, hein, à partir du moment où c'est pas patrimonial, où ça n'a pas un caractère patrimonial évident. Voilà. Et donc trouver le problème, c'est aussi que vous pouvez avoir parfois un ABF atypique, un peu pour le coup excessif. Il y a cette procédure de recours maintenant qui est effectivement peu développée. Hein. J'ai vu 1000 cas, c'est très peu, ce recours à un médiateur, qui est vraiment un principe qui est très sain, je trouve. Parce que c'est vrai que parfois on se dit il faut pouvoir un médiateur. Très peu connu, très peu employé. Et en plus, on dit oui, mais il est jugé par ses pairs, donc c'est pas totalement. En tout cas, c'est mieux que rien. Parce que si vous avez un ABF, on va dire atypique, et qui est ressenti par tout le monde atypique, c'est sans doute qu'il y a quelque chose, un problème qui se pose. Et s'il y a une procédure de médiation, à un moment, on va le voir. Et si le ministère fait bien son boulot, à un moment, il faudra qu'il tout de même il agisse. Ouais, je crois. Donc, moi, je le sens comme ça, je le vis, je vous dis, j'ai ces types d'expériences, hein, je ne suis pas toujours enthousiaste. Mais ce que je remarque, et j'en reviens tout de même à la question du temps de l'ABF, c'est quand je discute beaucoup avec elle, même si on n'est pas d'accord, parce qu'actuellement c'est une ABF femme, et avant c'était un homme. Quand je discute beaucoup avec elle, si on n'est pas d'accord au départ, on trouve des compromis. Et ce que je remarque aussi, c'est quand un projet architectural a été étudié avec un ABF, il est généralement meilleur quand on prend le temps. Vous voyez, j'ai vu qu'un de vos collègues qui est architecte de formation l'a dit lui-même. Elle dit un projet, j'ai lu ça rapidement tout à l'heure, elle dit je me rends compte que tout de même un projet qui a été vu avec un ABF a une qualité tout de même généralement meilleure parce qu'il y a eu dialogue. Ah, attention, l'architecte aussi qui est mandaté par des propriétaires, il peut être tout aussi intransigeant et peut-être faisant des erreurs par rapport à l'environnement que la PEDEF peut l'être. Moi, j'ai été confronté à des architectes, j'en ai beaucoup vu ce que j'ai fait dans ma carrière, un peu dictatoriaux dans leur façon de voir les choses. Bon. Donc le fait qu'il y ait un pouvoir haut institutionnel permet justement parfois de rétablir un petit dialogue avec des architectes qui vous disent mon porte-à-faux il est génial, pas question d'en faire voilà, mes fenêtres machin bidule, et qu'en 10 ans plus tard vous repassez vous dites mais pourquoi on a fait ça quoi. Donc c'est un peu tout ce qu'on a vécu. Donc malheureusement dans ce domaine-là on sera jamais dans un monde idéal quoi. C'est clair. On sera dans un monde de tâtonnement, voilà. C'est l'histoire de nos villes et de nos villages. Alors ensuite, j'ai notre collègue Madame Loisier et après Madame Drexler. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre témoignage, je dirais, éclairé. Je pense qu'on partage le rôle essentiel des ABF dans la préservation de la qualité, vous l'avez dit, de la beauté de nos patrimoines. Et je pense qu'en fait, on est nombreux à avoir connu des périodes où on a eu un ABF compréhensif avec qui, mais moi j'étais dans une plus petite commune, mais où je pouvais travailler, lui dire voilà, on a tel projet, comment on fait en amont. Et puis d'autres beaucoup moins ouverts à la discussion. Donc la question qu'on se pose, c'est on ne peut pas non plus se satisfaire de cette situation, quoi, hein, de mettre tout un territoire et des projets de collectivités, d'entreprises à la seule merci de la bonne volonté d'un acteur. Donc moi, je pense que le recours, effectivement, qui existe, il est quand même très lourd et à mon avis, il n'apporte pas les solutions, il n'apporte pas justement le conseil, ce que vous dites, et la compréhension par les acteurs. Donc est-ce que vous envisageriez une autre procédure? Je ne sais pas,
on avait pu, je ne sais pas si c'est ici, mais moi j'avais pu évoquer où c'était des maires qui me disaient est-ce qu'on ne pourrait pas à ce moment-là avoir une intervention par exemple du préfet et dire qu'on retravaille le projet avec d'autres avec d'autres structures, enfin ne pas être dans une situation de blocage, parce que sinon on se trouve effectivement dans une situation de blocage. Et je dirais que surtout en ce moment où effectivement, avec tous les dispositifs qu'on a de ZAN ou de reconstruire la ville sur la ville, on voit qu'il y a beaucoup de discussions qui arrivent et qu'on a besoin de ces échanges. On a les enjeux, ce que vous avez évoqué, DPE, isolation, panneaux photovoltaïques. On ne peut pas l'ignorer parce que ça fait partie des nécessités aujourd'hui de la modernisation des besoins de notre société. Donc, en fait, ma question, c'est comment vous appréhendez ce sujet-là? Comment, à Versailles, éventuellement, on peut installer ou pas des panneaux photovoltaïques? Comment on peut faire ou pas des isolations par l'extérieur quand, comment vous appréhendez ces sujets bien pratiques sur votre commune? Oui, alors c'est vrai qu'on se dit toujours, mais comment on arrive à concilier ça? Comment on arrive à avoir une protection et en même temps qu'on évite les dérapages d'une ultra-protection individuelle? Ça pose en fait la question, je pense aussi, du fonctionnement de la politique patrimoniale du ministère de la Culture, quoi. Il faudrait avoir des possibilités de commission de recours, vous voyez, parce que le préfet seul, je suis pas sûr que ce soit non plus la bonne solution, honnêtement, hein, parce que le préfet, il peut avoir à un moment une préoccupation parce que il faut aller vite sur un projet et être poussé par d'autres considérations. L'idéal serait d'avoir un système de commission avec peut-être d'autres professionnels, ouais. Mais il faudrait que ça soit structuré. Alors maintenant, le fait qu'on a de très grandes régions fait que c'est pas idéal parce que en plus l'ABF il est isolé parfois totalement. Je pense qu'une solution intéressante aurait été un système de commission d'appel, fonctionnement plus institutionnalisé, qu'on sait qu'elle existe. Est-ce que c'était le bon niveau? Normalement, c'est plutôt la région compte tenu de l'organisation du ministère de la Culture. Parfois, on aurait pu se dire que dans certains départements, ça aurait pu être départemental, avec peut-être effectivement à ce moment-là la BF, pourquoi pas un élu ou un sénateur, enfin, quelque chose, une commission qui puisse réfléchir, mais avec des gens qui aient une sensibilité aussi, hein, qui ne soient pas nommés. Voyez, je crois que ça. Parce que la vraie question de tout ça, c'est que on touche à des questions de sensibilité et de formation, et y compris des élus. Parce que quand j'étais à la Cité, j'avais essayé de créer des formations auprès des élus. Parce que finalement, les personnes qui s'occupent de l'urbanisme, qu'ils soient maires ou adjoints, ils sont certains totalement, pas toujours, mais certains sont totalement démunis, quoi, totalement. Et donc, ça pose aussi des difficultés. Donc voilà, moi je pense que il faudrait vraiment prendre le temps à réfléchir, mais une logique un peu de commission avec des gens qualifiés, à la limite au niveau national. Quand vous avez président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, vous n'avez pas désigné votre collègue Albéric de Montgolfier pour rien. C'est que vous le saviez qu'il était sensible à ça. Et dans les départements, il y a bien des élus comme ça qui existent. Est-ce qu'il ne faut pas inventer ça quelque part? Vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi. Et comment je... C'est entre sénateurs. Enfin, voilà. En tout cas, il y a des gens qui ont cette sensibilité, et ça existe, qui font partie des associations aussi. Vous avez dans tous les départements, vous avez des associations de qualité. J'ai vu qu'on a souvent cité la Maison paysanne de France pour les, mais vous en avez d'autres qui peuvent être intéressantes. Et les associer dans une commission. Voilà, ça me paraîtrait une solution peut-être plus intéressante et plus visible. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la médiation, elle est quasiment inconnue, quoi.
Et ça rassurait beaucoup de monde. Ça serait peut-être une évolution. Pour les histoires de ZAN, oui, alors là, on est en moment un peu charnière avec la préoccupation environnementale. La loi sur les DPE, enfin, instituant les DPE, a tout de même semé un vent de panique dans le patrimoine. Il faut être très clair. Pour appliquer cette loi de façon correcte, il faudrait des experts sur le patrimoine, parce que le patrimoine a un intérêt par rapport notamment au réchauffement climatique. Les maisons anciennes, elles sont naturellement plus adaptées à maintenir de la fraîcheur en été. On leur applique des normes qui sont des normes pour des bâtiments contemporains. Ça n'a aucun sens. Donc, on en arrive aujourd'hui à interdire la location d'un certain nombre de logements qui sont classés G ou F parce que, tout simplement, ils sont anciens, alors qu'en été, ils sont parfaits. Ils sont pas bien en hiver, effectivement. Mais si on fait le rapport entre l'avantage été-hiver, ils sont pas mieux qu'un bâtiment construit récemment, très fin, où vous crevez de chaud l'été, vous mettez la clim, quoi. Donc, il y a vraiment une logique de finesse qu'il faut avoir par rapport à ces estimations DPE qui me paraît important à signaler. De même pour le ZAN, c'est un peu le même type de réponse. Il faut éviter l'étalement urbain et en même temps, il ne faut pas être doctrinaire. Il y a des projets qu'on ne va pas bloquer de façon systématique. Le ZAN est un progrès tout de même parce qu'elle permet justement de dire il faut réfléchir différemment et notamment il faut réfléchir sur les friches. Ça, je crois que dans toutes nos villes, nos villages, on a maintenant des friches en quantité. Et la priorité doit être sur la revalorisation des friches. Alors, il y a le grand thème notamment des friches des surfaces commerciales. Mais c'est vrai qu'on a massacré souvent nos entrées de ville par des surfaces commerciales. Il y a des friches. J'en discutais encore hier avec le PDG de Casino, parce que c'est il y a Choose France. Donc je savais qu'ils travaillent là-dessus. Je suis allé lui en parler parce que voilà, ils sont en train de reconvertir. Là, il y a un effort à faire. C'est des zones qui sont immenses, qui sont en plus qui ont été imperméabilisées. Donc d'un point de vue climatique, c'est des catastrophes. C'est du macadam noir, donc ça réverbère plein pot. Donc voilà, c'est là où, à mon avis, si vous voulez, par rapport aux ZAN, je pense que tout le monde a un peu en tête, mais peut-être pas encore suffisamment, mettre l'accent sur, commençons par réfléchir partout sur l'usage de nos friches. Voilà. Après, il y a la bonne hauteur. Vous savez, ce sujet, pour moi, il est majeur. Quelle est la bonne hauteur? Parce que il y a quelques années, on était quasiment dans la logique des tours. Les architectes plaidaient tous pour des tours. Alors qu'on sait très bien qu'à partir de 50 mètres, la tour, c'est une catastrophe écologique totale. Et j'ai vu que le sujet de la tour triangle est à nouveau sur la table. J'ai vu ça dans le journal ce matin. C'est vrai qu'à 180 mètres, quoi qu'on fasse, quoi qu'on raconte, environnementalement, c'est pas une bonne chose. Quand on dépasse une certaine hauteur, pour des raisons même de sécurité, on est obligé de tout doubler. Donc on double le béton partout. Bon. Donc, trop haut, c'est pas bien. En même temps, je trouve que on a un peu... Il y a la hauteur de l'arbre. Pour nos villes, on n'est pas tous dans des zones super denses. Et la hauteur de l'arbre, c'est un critère très intéressant, parce que c'est la hauteur de la vie, en fait. Quand vous avez un immeuble qui est à hauteur d'arbre, et bien même s'il est un peu raté, quelques années plus tard, les arbres au moins sont là pour un peu le dissimuler. Hauteur d'arbre, c'est quoi? C'est du R+3, R+4. C'est du genre de réflexion qu'il faut, je pense, aujourd'hui pousser pour arriver à un juste propos là-dessus, parce que c'est des questions sensibles et difficiles dans nos vies. Merci. Donc, on continue avec Sabine Drexler. Oui, merci beaucoup. Et Monsieur le Président, après.
Oui, alors sur la question du DPE, effectivement, vous savez que notre commission travaille beaucoup sur la question du DPE et c'est après vous avoir entendu plusieurs fois sur ces questions et puis entendu également le G7, hein, les associations qui nous ont alertés. Voilà, et alors nous, de notre côté, nous avons rencontré donc les ministres de la Culture, les deux dernières, le ministre de la Transition énergétique, et en fait fait un certain nombre de préconisations que nous suivons régulièrement, en fait, pour essayer de voir si les choses avancent. Alors les choses avancent petit à petit. Les ministères maintenant travaillent ensemble sur ces sujets. Par contre, nous ne sommes pas sûrs que sur le DPE, on va pouvoir obtenir des avancées. Donc je pense qu'il faut absolument que nous continuions à travailler vraiment ensemble sur ce sujet pour dans l'absolu, créer un DPE patrimonial ce qui serait l'idéal. J'ai juste une question par rapport aux aides financières. Est-ce que vous pensez que l'État accompagne suffisamment en fait les particuliers qui veulent réaliser des travaux, on va dire, vertueux de rénovation énergétique? Je pense à des aides financières ou des dispositions fiscales, sachant que nous, de notre côté, nous réfléchissons également à une extension du label de la Fondation du patrimoine aux travaux d'isolation intérieure. Et voilà votre avis également sur la question des normes, justement pour tous les matériaux biosourcés, géosourcés, qui devraient davantage pouvoir être utilisés, par contre, qui ne sont pas reconnus comme ils le devraient. Voilà, merci. Merci beaucoup, sénatrice. Et effectivement, merci pour le travail que vous faites, parce que j'ai bien conscience que les choses sont en train tout de même de progresser dans la réflexion des ministres. Je co-préside avec mon collègue de Clermont-Ferrand la commission culture des grandes villes de France. Et on a eu l'occasion de voir la ministre actuelle et on a senti qu'il y avait une sensibilité. Le directeur du patrimoine a pris la parole pour confirmer effectivement que l'évolution était en cours. Mais il n'y a pas encore ce DPE patrimonial. On revient d'ailleurs toujours un peu à cette question de la formation de professionnels. Peu d'ABF, peu d'architectes du patrimoine, alors que cette évolution dont je vous fais part, qui pour moi vraiment est majeure, puisque je l'ai vécu au sein de la cité, la transformation de la pensée urbaine, avec ce souci maintenant de l'existant, qui n'existait pas dans les architectes avant. C'est vraiment un changement de paradigme. Donc là, je crois qu'il faut continuer à pousser tout ça. Sur les matériaux biosourcés, oui, vous avez tout à fait raison, d'autant que les architectes sont très intéressés eux-mêmes par ça, y compris les architectes totalement contemporains, ils poussent beaucoup à ce type. Là, ça peut d'ailleurs... Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, si vous voulez, dans la qualité de l'architecture contemporaine, qui me passionne tout autant que le patrimoine, je vous dis. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'un bâtiment va rester de façon positive dans la perception qu'il a, surtout en fonction des matériaux. C'est-à-dire que quand vous avez des matériaux, la brique, la pierre, ça passera les décennies. Et pour peu qu'ils soient bien dessinés, même sobres, voilà, ça sera apprécié. À Versailles, j'ai beaucoup d'exemples comme ça, d'ailleurs, de bâtiments faits pour des militaires. Bon, c'est de la pierre de façade. Souvent, c'est pas la pierre porteuse, la pierre agrafée, mais d'une certaine épaisseur tout de même. Eh bien, ces bâtiments, ils tiennent la route alors qu'ils sont quelques centaines de mètres plus loin que le château, sur des grandes avenues. Ça tient la route. Et donc, moi, je crois beaucoup, si vous voulez, à cette importance des matériaux extérieurs. Je crois que c'est fondamental dans la perception que l'on a. Et au fond, cette révolution qu'on est en train de vivre, puisqu'on estime, finalement, quand on a un permis de construire, maintenant, on fait un calcul sur 50 ans, la création de gaz à effet de serre. Ça, c'est un côté très positif, parce que c'est en train de revaloriser la pierre et les matériaux naturels. Ça a un inconvénient, et alors que le béton, on le sait, est
très négatif par l'adjonction de ciment qui fait que beaucoup de création de gaz à effet de serre. Par contre, le seul point, je me permets ce petit incident, moi je trouve que la brique est un matériau extraordinaire parce que c'est en même temps un matériau moderne. C'est un matériau ancestral et qui peut être très moderne, donc plaire à des architectes. Le problème, c'est que dans les critères aujourd'hui d'appréciation, il est assez, comme on doit chauffer, il n'est pas très bien noté. Donc, c'est un petit point qui m'inquiète sur justement ce que l'on construit actuellement, parce qu'il faut quand même garder des matériaux, voilà, et qu'on ne se retrouve pas à nouveau avec des matériaux de façade, par exemple, purement métalliques ou autres, qui vieillissent pas très bien souvent, il faut bien reconnaître. Voilà, c'est par rapport aux matériaux, bien sûr, c'est ce que vous évoquiez. Sur la question des normes, moi, je pense qu'on le partage tous ici. Il y a sans doute aussi, à la fois, sur certains points aussi, peut-être pas assez encadré, mais sur d'autres, beaucoup trop encadré. Quand on construit des logements, les coûts explosent pour des normes parfois un peu excessives. Moi, j'ai le souvenir qu'il fallait faire toutes les salles de bain à un moment pour des PMR, pour des logements étudiants. Je l'ai vécu, ça. Qu'on fasse tout le rez-de-chaussée, 10-20%, mais tout le logement, c'était complètement... Ça n'avait pas de sens. Et ça coûtait très cher, et donc, ce faisant, moins d'argent pour la qualité du bâtiment, etc. Donc, les normes, il faut aussi être prudent, parce qu'à force de les accumuler, on bloque la construction actuellement. C'est ce qu'on vit tous sur nos villes, on bloque la construction. Je donne la parole au président Lafont. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le maire, cher François, moi j'avais une réflexion à un niveau un peu de politique nationale. Comment on peut faire pour introduire dans la définition des politiques nationales, je pense notamment à celles qui touchent au logement ou à l'environnement, parce qu'on sait souvent qu'il peut y avoir des conséquences sur le patrimoine. Oui. Comment on peut faire pour intégrer plus en amont la problématique patrimoniale plutôt que finalement de laisser, je reviens à la problématique du rapporteur, de laisser au niveau local les arbitrages principalement par l'ABF de problèmes qui finalement n'ont pas été abordés avant. L'exemple du DPE patrimonial, pour moi, est très illustratif de cela. C'est-à-dire que je ne sais plus depuis quand date de DPE, mais il y a maintenant quelques années, on s'est aperçu qu'on n'avait pas, dans cette question de la transition énergétique et la mise en place des DPE, qu'on n'avait pas intégré le patrimoine dans le texte. La préoccupation, la confrontation que ça peut poser à un moment, on n'a pas intégré en amont dès l'élaboration du texte. Comment on peut faire pour qu'il y ait une dimension patrimoniale plus marquée au niveau des politiques publiques, notamment dans le domaine du logement et de l'environnement, parce que c'est là, me semble-t-il, les deux principaux sujets où il peut y avoir confrontation, et éviter évidemment cette confrontation. C'est tout de même, me semble-t-il, de la responsabilité des ministères, puisque c'est eux qui vont préparer les textes et ensuite des parlementaires qui vont être amenés à discuter le texte présenté par les ministères. Ce qui peut se passer, c'est que le ministère qui protège le patrimoine, c'est le ministère de la Culture, en fait. Il faut que le ministère de la Culture soit suffisamment, entre guillemets, puissant, staffé, pour que ça soit intégré. Peut-être que l'évolution, on n'y reviendra certainement jamais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 3 très grandes directions au ministère. On a connu, il y a quelques décennies, des directions qui étaient plus spécialisées. Demain, il y avait une direction du théâtre, il y avait une direction de la musique, il y avait une direction... Et il y avait une direction des musées de France qui n'était pas rattachée, maintenant c'est un service. Ça peut être un peu tellement un domaine tellement vaste finalement de cette grande direction patrimoniale que on en a perdu peut-être une capacité d'expertise à aller jusqu'au fond d'un certain nombre de sujets. C'est possible. Maintenant, elle reste même une référence par rapport à d'autres pays. Hein. Donc, il y a des gens de très grande qualité
dans ces directions, on le sait bien, des grands spécialistes. Après, la deuxième question qui se pose, une fois qu'on a dit donc il faut donner au ministère de l'Agriculture cette capacité d'analyse approfondie, c'est l'arbitrage interministériel. Parce que sur le DPE, à mon avis, il y a eu certainement, je n'étais pas à l'époque, donc ni au Parlement, ni dans un cabinet ou projet. Voilà. Donc je n'ai pas suivi ça, mais je pense qu'il y a dû à un moment avoir une pression plutôt des ministères, on va dire, vers l'environnement, s'exerçant et ayant la priorité. Et là, c'est la question de l'interministériel. Moi, je l'ai vécu puisque j'ai été 2 ans conseiller culture et communication d'un Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. C'est vrai qu'à l'époque, les arbitrages en Matignon étaient vraiment, les interministériels se faisaient à Matignon. Il y avait vraiment des dialogues. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais c'est là où les choses doivent se régler. Voilà. Et après, c'est une question de sensibilité du moment. Est-ce qu'on va dire la priorité après, ça sera plutôt donné à cet aspect culturel, ou plutôt davantage aspect réforme pour l'environnement? On sait bien que là, c'est des ajustements qui se font à ça. Donc, je suis entièrement d'accord avec la réflexion de votre président. C'est vrai que je pense qu'il y a un rôle majeur de direction au niveau national qui doit être exercé en ce domaine, et que la politique du patrimoine ne pourra sans être conduite, et c'est l'histoire en plus du ministère de la Culture en France, qui est une histoire très spécifique, et si aujourd'hui on a encore une grande tradition, c'est parce qu'on a marqué l'histoire de tous les autres pays par cette protection patrimoniale. Moi, je vais continuer un petit peu. Quand vous avez des administrés qui sont justement dans la volonté de rénover thermiquement leur maison et qui sont donc, doivent suivre l'avis de l'ABF, est-ce que vous les accompagnez? Comment ça se passe? Est-ce que vous leur apportez des conseils? Est-ce que vous faites l'intermédiaire? Alors oui, alors peut-être c'est un peu spécifique, hein, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Chacun a sa sensibilité. Vous avez compris que moi, c'est une sensibilité qui est forte chez moi. Donc oui, je passe beaucoup de temps sur ces sujets-là. Alors, on différencie plusieurs niveaux. Si vous voulez, je fais une réunion chaque semaine avec mes services urbanisme et ils me montrent tous les projets. C'est tous. Attention, tous ceux qui ont un peu une certaine forme d'importance, mais on va assez loin tout de même. On va assez loin. C'est-à-dire que... et je crois que quand le maire a le temps, c'est important. C'est important. Moi, je suis assez contre l'idée que le maire doit être hors de tout jugement, même appréciation sur le thème tous les goûts sont dans la nature et que non, il faut s'en tenir. Non. Je pense que non. On a été élu pour 6 ans et les gens vous font confiance et puis s'ils n'aiment pas vos choix, eh ben, ils vous l'expriment assez rapidement, 6 ans plus tard. Et comme c'est très long le temps des instructions, si vous vraiment vous faites n'importe quoi, vous n'aurez pas eu le temps de trop saccager aujourd'hui. Bon, enfin, je crois que c'est important donc d'y passer du temps. Oui. D'y passer du temps. Je décroche beaucoup mon téléphone et je vois les gens si nécessaire. Oui, je fais. Et puis avec mon adjointe aussi. Alors on se répartit bien sûr, hein, suivant l'importance des sujets. Tous les projets d'urbanisme importants, on y passe beaucoup de temps. Et ce que je remarque, c'est quand les maires s'investissent, mais vous en avez tous l'expérience, je pense, ici, quand les maires s'investissent, ils ont tout de même un poids majeur qui est le PLU. Le PLU, tout de même, c'est une arme massive, quoi. Donc, d'autant que les promoteurs, souvent, même si le PLU existe et vous dites je veux construire dans le cadre du PLU existant, souvent ils veulent revenir dans votre ville. Donc vous avez toujours une capacité à un moment de dire écoutez, ok, là
n'oubliez pas que si là, vous voulez utiliser un fonds alors que ça ne me plaît pas du tout les règles du PLU actuel, si je me sens un peu coincé, mais si vous voulez revenir, j'oublierai pas tout de même. Enfin, on le dit plus gentiment, mais il y a ce dialogue. Donc, si le maire est très présent, je pense qu'il y a capacité dans notre pays à avoir une conduite. Tout à l'heure, vous avez insisté sur la qualité des matériaux, au fond du travail des artisans. On va tout à l'heure faire une audition avec la CAPEB, entre autres, et les artisans. Est-ce qu'il y a de plus en plus des entrepreneurs, des entreprises qui sont capables d'apporter cette qualité architecturale en respectant justement le bâti ancien? Oui. Il y a vraiment des entreprises, oui, tout à fait. Vous avez raison de citer la CAPEB, vous avez raison de citer toutes ces associations qui sont très impliquées dans la défense du patrimoine. Quand j'étais dirigé la Fondation du patrimoine, on en avait créé, c'est une proposition que j'avais faite au président à l'époque, M. Édouard Droyen. J'ai dit il faudrait qu'on essaye, nous, Fondation du patrimoine, de créer un lien entre toutes ces associations. J'avais suggéré d'ailleurs le loto du patrimoine et c'est devenu après une grande aventure. Mais parce que c'était le seul point sur lequel on pouvait être tous d'accord. Parce que vous savez comment sont les associations, chacun défend son... Là, tout le monde était d'accord pour le loto. On a créé ce qui est, à l'époque c'était le G8, puis maintenant je crois qu'il est devenu G11. Et je parle de ça parce que là j'ai vraiment compris la richesse de toutes ces associations. Et toutes ces associations, elles maillent tout le territoire et elles peuvent vraiment conseiller sur les matériaux. Parce que chaque territoire a son histoire en plus. Ce ne sont pas les mêmes. À Toulouse est en grès rouge. Nous, moi je dis toujours, Versailles est une ville blonde parce que on a le calcaire blond, etc. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on arrive aussi à respecter. Et là encore, les évolutions actuelles avec cette préoccupation environnementale de faire venir des matériaux qui soient proches permet de retrouver, si vous voulez, je trouve vraiment un langage du terroir qui est très intéressant. Parce qu'avant, on avait la critique en disant l'architecture locale. Moi, là aussi, je l'ai connue quand j'ai cité me parlez pas l'architecture locale. Maintenant, on peut assumer clairement il y a des identités territoires. Sans donner, sans rentrer dans une caricature, mais il y a des identités de territoire. Et parfois mieux respectées dans d'autres pays, d'ailleurs. Est-ce que les collègues ont d'autres questions, monsieur le rapporteur? Non. Il nous reste à vous remercier infiniment d'avoir pris le temps et de vos propos. Merci. Merci. En tout cas, c'est une mission importante que vous avez. C'est...
Bonjour à toutes et tous. Donc nous poursuivons